Chers compatriotes, l'humanité tout entière célèbre le 5 juin de chaque année la Journée internationale de l'environnement, journée consacrée à la promotion de la sensibilisation et de l'action en faveur de l'environnement à l'échelle mondiale. Le thème retenu cette année est la biodiversité, thème qui nous interpelle tous, décideurs, société civile, partenaires techniques et financiers et la population dans son ensemble. C'est un appel à l'action pour lutter contre la perte accélérée d'espèces et la dégradation du monde naturel. 1 million d'espèces végétales et animales sont menacées d'extinction à travers le monde, en grande partie à cause des activités humaines. Cette journée nous invite à repenser la manière dont les systèmes économiques ont évolué et l'impact qu'ils ont sur notre environnement. Je saisis cette occasion pour saluer la vision de son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, qui a fait de la protection de l'environnement et de la préservation de notre biodiversité le moteur du développement national. Vision matérialisée dans le programme d'action du gouvernement de la République que conduit son Excellence Sylvestre Ilunga Ilunkamba, Premier ministre, chef du gouvernement. Mes chers compatriotes, pays de méga biodiversité, avec plus de 10 000 espèces endogènes, la République démocratique du Congo figure parmi les plus riches du continent en termes de ressources naturelles, tant renouvelables que non renouvelables. L'abondance des ressources naturelles et la grande étendue du pays constituent la base d'un développement durable. Les eaux, les terres, la flore et la faune sont autant de ressources naturelles renouvelables qui concourent au développement. Sans oublier que la nature a fait de la République démocratique du Congo notre pays, dépositaire de 47% des forêts du continent, lui conférant ainsi une responsabilité majeure face aux enjeux de survie de notre planète. Mes chers compatriotes, en dépit de l'évidence du rôle primordial de la biodiversité pour notre bien-être, certaines activités que nous menons menacent sérieusement l'existence de nos ressources biologiques, concourent à leur disparition et compromettent gravement le fonctionnement des écosystèmes. C'est le cas de la déforestation, de l'agriculture sur brûlis, de la persistance du braconnage, de l'occupation des aires protégées par des groupes armés, de l'introduction des espèces exotiques envahissantes, ainsi que de l'exploitation minière artisanale. Notre faune et notre flore sont toujours menacées par la présence des groupes armés et autres braconniers. Nos forêts sont constamment menacées par une exploitation illégale, d'autant plus que environ 90% des ménages dépendent du bois énergie pour leurs besoins domestiques. Le gouvernement de la République est engagé à réduire la pression humaine sur nos forêts. C'est ce qui justifie le projet de vulgarisation du gaz domestique actuellement en pleine exécution dans quelques provinces de notre pays. Mes très chers compatriotes, en célébrant cette journée, je vous exhorte à la préservation de notre biodiversité, dont certaines espèces endogènes sont menacées de disparition. C'est le cas du rhinocéros blanc, des bonobos et des okapis.
La biodiversité demeure la réponse aux principaux défis auxquels l'humanité fait face. Elle est à la base du bien-être humain, présent et futur, et son déclin rapide menace aussi bien la nature que les hommes. Chers compatriotes, cette année, alors que la pandémie de Covid-19 frappe le monde entier depuis plusieurs mois, la Journée internationale de l'environnement offre l'opportunité de rappeler une nouvelle fois que seule une démarche transversale et ambitieuse peut permettre de construire un avenir plus durable du point de vue écologique. À cet effet, le concours de chacun de nous est indispensable pour protéger l'environnement et préserver notre biodiversité. Que vive la Journée internationale de l'environnement. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Bienvenue sur ce plateau spécial 5 juin. Les 5 juin de chaque année, le monde célèbre la Journée internationale de l'environnement. La République démocratique du Congo est un grand pays qui dispose d'un potentiel environnemental incommensurable. C'est dans ce cadre-là que nous avons décidé de vous faire vivre cette journée à travers des réflexions de différents experts. Alors pour ce faire, nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau Monsieur Idriss Moufouka. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes ingénieur électricien, c'est ça? Oui, je suis ingénieur en génie électrique, mais en même temps expert en énergie renouvelable. Voilà, donc les énergies renouvelables semblent être une alternative pour protéger ou préserver l'environnement. Et vous confirmez cela? Exactement. Il faut dire que les énergies renouvelables, au-delà de la résolution de la question de la précarité énergétique, mais ça vient également pour protéger l'environnement. Est-ce qu'aujourd'hui en RDC, on peut penser que cet aspect des choses est vraiment abordé par les différentes politiques qui existent? Bon, il faut dire que c'est la question déjà de l'accès sur l'électricité pose problème dans notre pays, ce qui fait que sur les 80 millions d'habitants, il n'y a que 8% de cette population qui a accès à l'électricité. C'est déjà une contrainte par rapport au développement de notre pays. Et deuxièmement, la loi 01411 qui régit le secteur de l'électricité n'a pas été très bien élaborée parce qu'elle parle que de l'hydroélectricité et pourtant le pays regorge un potentiel énorme dans toutes les formes des énergies renouvelables. C'est une contrainte également, mais il faut dire également que le pays souffre du manque du plan d'électrification nationale, mais également l'absence de certains organes techniques qui devraient en principe booster l'épanouissement de ces secteurs, entre autres l'autorité de régulation du secteur de l'électricité, mais également l'Agence nationale d'électrification en milieu urbano-rural. Mais il était prévu justement la mise en place d'une autorité de régulation. Qu'en est-il exactement de cette proposition? Bon, évidemment, comme vous le savez, avec les politiques en Afrique, ils sont beaucoup plus dans les déclaratifs. Et ce qui fait que jusqu'à aujourd'hui, ces deux institutions publiques restent jusqu'à maintenant sur des textes. Mais sur le plan pratique, il n'y a rien qui s'est fait sur terrain. Et pourtant, ça allait aider quand même le pays à commencer. Parce qu'il faut dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas parler du développement de la RDC sans énergie. En principe, l'objectif 7, pour le contexte de la RDC, devrait faire l'objet de l'objectif privilégié. Parce qu'on ne peut pas parler de la mise en œuvre effective des 17 ODD et si on n'a pas encore stabilisé le secteur de l'électricité. Le pays est complètement dans les noirs. Il y a des endroits où on ne peut pas voir une bonne machine de l'échographie, de radio, tout simplement parce qu'on n'a pas d'électricité. Il y a des endroits où on ne peut pas avoir la télévision parce qu'on n'a pas de l'électricité. Et donc, il faudrait que le gouvernement prévoie les tirs pour que ces secteurs soient quand même épanouis. Et comme vous le savez, bientôt, ça sera 60 ans que la RDC a accédé à son indépendance.
Mais quand on regarde le secteur de l'électricité, vraiment c'est déplorable, c'est déplorable. Et nous espérons que ça va aller. Mais du haut de la chaire des Nations Unies, le chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, avait déclaré que lors de ce mandat, il devrait faire tout pour ramener à la hausse donc le niveau ou les pourcentages de la desserte en énergie électrique à plusieurs Congolais. Est-ce que vous êtes confiant que cela peut se réaliser au regard de tout ce qui se passe, les enjeux qu'il y a autour de cette question? Écoutez, je suis un scientifique et je crois que les scientifiques n'ont pas toujours la même lecture avec les politiques. Mais nous demandons également aux politiques africains, mais plus particulièrement congolais, d'être pragmatiques, de ne pas s'accrocher beaucoup plus aux déclaratifs, hein, aux discours du genre populaire, mais d'étudier les choses avant de les déclarer. Je suis très confiant que le président de la République pourra remonter la pente sur cette question liée à l'accès à l'énergie pour tous. Mais ce n'est pas une question qui concerne que le président de la République, bien qu'il soit le grand de la nation. Il y a des institutions, des cadres légaux, des cadres institutionnels qui existent dans ces secteurs. Et moi, je pense qu'avec la participation de tout le monde, les choses peuvent marcher. Même si le président l'a déclaré du haut de la chaire, mais si les organes techniques qui sont chargés de remonter les dossiers rapidement ne les font pas, je crois qu'il y aura une rupture entre la déclaration du chef de l'État et la mise en œuvre de sa vision. Mais je reste confiant que les choses pourront changer. Oui, parce que vous parlez justement des organes techniques qui doivent jouer un rôle dans ces secteurs. Quelles sont les insuffisances que vous, en tant qu'expert, vous avez pu découvrir dans les fonctionnements de ces différents éléments? Bon, il faut dire que la première faiblesse d'abord, le pays, depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, le pays était beaucoup plus focalisé sur une seule forme d'énergie, qui est l'hydroélectricité. La deuxième faiblesse, le gouvernement congolais, ce n'est pas seulement ce gouvernement, mais depuis que le Congo a accédé à son indépendance, était beaucoup plus focalisé sur des grands projets. Et pourtant, aujourd'hui, pour augmenter les taux de desserte en énergie électrique, on n'a pas besoin forcément d'avoir des Inga 1, Inga 2, Inga 3, ces gros projets qui bouffent beaucoup d'argent, qui prennent beaucoup de temps pour sa mise en œuvre, mais également qui posent beaucoup de problèmes pour le transport. Et une autre faiblesse est que l'absence de l'autorité de régulation et de cette agence d'électrification en milieu urbano-rural. Mais il faut souligner également la volonté politique. Et donc, vous pensez qu'il n'y a pas cette volonté? Pas assez, parce que la volonté doit se traduire par des actes. La volonté ne se traduit pas par des paroles. Voyez, et ça c'est très important. Quand vous regardez par exemple notre pays, le potentiel que nous avons, quelle est la raison qui pousse à ce que le pays soit dans les noirs? Il n'y a pas de raison. Le président de la République venait d'offrir l'électricité et l'eau gratuitement à la population par rapport à cette période pandémique. Ben, est-ce qu'il y a des gens qui ont cette électricité? Même ici à Kinshasa, il y a des quartiers qui n'avaient pas de l'électricité avant. Et donc, il faut beaucoup d'énergie. Malheureusement, on est plus accroché par... on est dans la routine, les gens sont égoïstes. L'essence patriotique à un certain niveau échappe certains responsables. Et il n'y a aucune raison aujourd'hui pour que la RDC soit dans les noirs. Ce n'est pas un manque d'argent, ce n'est pas également le manque du potentiel énergétique, il y en a. Et donc, c'est juste l'organisation et c'est tout. Et donc, les faiblesses sont énormes. Mais je pense que avec ces gouvernements, nous espérons que les choses pourront changer. Aujourd'hui, lorsque vous regardez le Maroc qui se positionne comme un des meilleurs pays en Afrique, qui dispose de l'énergie de manière concrète, pas les potentiels comme nous en RDC, mais qui a transformé les potentiels en une vraie richesse, qui est donc l'énergie, au regard de la RDC qui dispose du potentiel mais qui ne l'exploite pas. Vous, en tant que scientifique, ça vous dit quoi? Ça vous fait quoi? Non, mais ça fait très honte.
Une fois, j'étais en conférence au Maroc. Le Maroc, aujourd'hui, n'utilise pas des énergies renouvelables pour lutter contre la précarité énergétique. Ils utilisent les énergies renouvelables pour des questions environnementales. Parce qu'ils ont atteint 98% des taux de desserte en énergie électrique. Ce qui veut dire que la majorité de la population marocaine a de l'énergie, bien qu'ils sont dans un contexte, dans un terrain un peu désertique, ils n'ont pas assez de potentiel énergétique. Et c'est pour cette raison que je vous ai dit qu'il faut beaucoup de volonté politique, scientifique également. Et il faut également que les organes techniques du pays qui régissent ou qui gèrent le secteur de l'électricité sortent un peu dans les contextes beaucoup plus déclaratifs, mais qu'ils fassent des propositions concrètes. On y va à Massimanimba, ils n'ont pas de l'électricité. Quelle source d'énergie ou quelle forme d'énergie qu'il faudrait utiliser pour desservir cette population? On y va à Mouéné-Ditou, on regarde, ils ont quel potentiel? Voilà, ils ont un potentiel énorme en énergie solaire. On implante des centrales solaires. Donc, il ne faut pas faire des plans généraux sans pour autant tenir compte du potentiel énergétique qu'on trouve dans chaque contrée ou dans chaque zone. Le pays est vaste. Donc on doit éviter à un moment donné du copier-coller. On prend le plan d'électrification de la France, on implique ça en RDC. C'est ce qu'on est en train de voir aussi. Donc on est en train de faire du copier-coller. Il n'y a pas longtemps, on a parlé du plan national du numérique. Est-ce qu'on peut parler du numérique dans ces pays, à cette ère? Un pays qui est complètement dans les noirs, le numérique ne peut pas fonctionner et sans électricité. Et donc on est tombé dans une faiblesse de faire du copier-coller. Et pourtant, chaque pays a ses réalités, chaque pays a ses problèmes. Donc si je comprends bien, il faudrait normalement que la réflexion autour de l'électrification à RDC soit prioritaire dans toutes les politiques. Ce n'est même pas une question de réflexion parce que tout est là. Il faut parler beaucoup plus de la mise en œuvre. Nous avons un problème et quelles sont les solutions? Donc on doit, vous savez, c'est ce que moi j'ai dit souvent, l'intellectuel congolais est beaucoup plus resté dans les concepts imaginaires. Hein? Ça, c'est une malformation qu'on a héritée du programme national, peut-être de l'enseignement. Excusez-moi, je ne suis pas contre ça. Donc, au lieu de parler de la physique contextualisée par rapport à la RDC, mais on parle de la physique qui n'a rien à voir avec la RDC. Au lieu de parler, par exemple, de l'agroalimentaire contextualisé par rapport à la RDC, on parle de l'agroalimentaire des États-Unis et on implique ça en RDC. Mais nous n'avons pas la même réalité. On n'a pas le même fruit. Donc le problème, il faut passer par un principe qui dit problème local, solution locale. Dernièrement, le président de la République a signé un protocole d'accord avec l'entreprise B-Box à New York. C'est un bon projet. Est-ce qu'il y a une étude de faisabilité qui a été faite sur le terrain et pour dire que voilà, cette technologie, est-ce que ça peut prendre toute la RDC? Est-ce que ça peut prendre la province X, Y? La fiabilité même de cette technologie, de cette entreprise, elle a été approuvée par quel organe? Donc ça, ce sont des faiblesses que nous avons, mais nous osons croire que la volonté que le président de la République, son Excellence M. Félix Tshisekedi Tshilombo a, ensemble avec tous les experts dans les domaines, nous pouvons aider notre pays à aller de l'avant, pas avec des réflexions du genre science-fiction, mais avec des choses qui sont concrètes. Quelle est la lecture que vous faites de l'implication du secteur privé? Bon, il faut dire que la loi dont je venais de parler, qui régit le secteur de l'électricité, l'une de ses dispositions, c'est de libéraliser. Donc le secteur de l'électricité a été déjà libéralisé, ce qui fait que... c'est effectif quand même. C'est effectif. Aujourd'hui, tout acteur privé qui voudrait s'investir dans ces domaines, il peut le faire. Mais vous savez pourquoi le privé n'a pas vraiment accédé à ces secteurs? Parce que la loi a été votée, elle a été promulguée, mais elle n'a pas été suffisamment diffusée. Elle n'a pas été suffisamment vendue. On n'a pas fait la promotion de cette loi. On n'a pas vulgarisé cette loi. Et jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de projets qui font appel aux acteurs privés de venir investir dans ces domaines. Mais un autre élément, parce que il faut dire que le rôle de la promotion ou de la recherche des marchés liés au secteur de l'électricité vis-à-vis
aux acteurs privés. Ça, c'est l'une des responsabilités de l'autorité de régulation du secteur de l'électricité. Et du fait que cette entreprise publique n'existait pas, et donc c'est tout à fait normal qu'on ait quand même ce genre de problèmes. Mais il y a quand même quelques privés qui sont là, qui sont en train de se battre petit à petit. Et je crois que ça pourra quand même aller de l'avant. Présentement, quand vous allez par exemple à Goma, il y a une centrale solaire de 1,5 MW, c'est un privé. Vous voyez, c'est un privé. Et il y a encore un autre projet qui va bientôt être implanté à Kikwit. Ça sera aussi une microcentrale solaire, c'est privé. Et donc petit à petit, les privés quand même commencent à venir et dans ces secteurs. On a l'impression quand même en RDC, lorsqu'on parle des énergies renouvelables, on a toujours tendance, ou bien à première vue, on voit les photovoltaïques. Est-ce que ça se limite seulement à ça? C'est une question de sous-information. C'est pourquoi je vous ai dit que déjà, si au niveau du législateur, la loi a été taillée sur mesure, que sur l'hydroélectricité, a fortiori les communs des mortels, qui n'est pas suffisamment informé. On doit vulgariser, on doit vendre, on doit faire la promotion de toutes les formes d'énergie renouvelable que nous avons dans notre pays. Et donc ça, c'est un problème communicationnel. C'est pourquoi je vous ai dit qu'il y a eu beaucoup de faiblesses au sein de certains organes techniques liés au secteur de l'électricité. Et donc, quand on parle des énergies renouvelables, il n'y a pas que les solaires. Nous avons l'hydroélectricité, communément appelée courant Inga, fait partie des énergies renouvelables. On a l'énergie solaire photovoltaïque, nous avons l'énergie éolienne, on a l'énergie hydromarine, nous avons les biogaz. Et donc, c'est toute une famille. Les énergies hydromarines, c'est quoi encore? Parce que moi, je n'ai jamais... En fait, c'est la production de l'électricité grâce au vent qui est au vent marin. Et c'est une forme d'énergie qui peut être exploitée vers Mwanda, par exemple, avec les courants d'eau provoqués par l'océan. Et donc, les pays ont toutes ces formes d'énergie, mais ces énergies ne sont pas vulgarisées. Déjà, même au niveau de l'enseignement, que ce soit secondaire ou universitaire. C'est seulement au deuxième cycle, par exemple, ceux qui font l'école de l'ingénieur, où on parle de toute forme de ces énergies, mais d'une manière superficielle. Vous imaginez les élèves qui font l'électricité, ils n'ont pas un cours sur les énergies renouvelables. Ben, ça, c'est grave. Et donc, il y a beaucoup de faiblesses, mais moi, je pense qu'ensemble, nous pouvons redynamiser beaucoup de choses pour léguer un héritage meilleur pour notre pays. Justement, pour redynamiser les secteurs, quels sont les premiers pas à faire aujourd'hui? La première des choses, c'est la prise de conscience de tous les acteurs qui sont impliqués dans la gestion du secteur de l'électricité, en commençant par la présidence de la République jusqu'au dernier agent qui est dans ce secteur. L'implication également des acteurs privés, des investisseurs. Le pays doit solliciter, le pays doit faire appel aux investisseurs, non seulement dans les secteurs miniers, mais également dans les secteurs énergétiques. Une autre solution, c'est la mise en place de ces deux établissements publics, l'autorité de régulation ainsi que l'ANSER. Je crois que ça va quand même booster ces secteurs. Et aussi l'élaboration du plan national d'électrification de notre pays. Mais déjà avec l'appui du PNUD, l'État congolais avait eu à organiser des travaux de cartographie des différents sites. Et aujourd'hui, je crois 5 ans après, on est toujours au point de départ. Est-ce que vous pensez que la RDC prend au sérieux ses engagements vis-à-vis? C'est pourquoi je vous ai dit que le Congo, nous devons quitter l'étape du déclaratif pour passer à l'étape de la mise en œuvre. Et ça ne sert à rien d'avoir la provision dans son congélateur, mais pendant que les enfants meurent de faim. Ça ne sert à rien. Et donc, le contexte de notre pays actuellement, c'est de matérialiser tout ce qui a été pris. Nous avons tout, même les lois, les textes, tout est là. Mais il se pose un problème de volonté. Ce n'est pas l'argent qui nous manque. L'atlas de l'énergie a été déjà rédigé avec l'appui du PNUD depuis d'autres partenaires internationaux. La cartologie existe déjà, mais il faudrait aussi contextualiser cette cartologie. Parce qu'un document qui a été élaboré en 2005, par exemple, si vous voulez l'exploiter actuellement, il faut faire une mise à jour. Parce que on n'a pas le même besoin énergétique de 2015 et à nos jours.
Vous savez, il y a des choses dans ces pays, des fois il faut que Dieu nous aide et il faut vraiment que les choses changent. Quand vous regardez seulement la ville de Kinshasa, le boulevard du 24 novembre, l'éclairage public allumé pendant toute la journée, les boulevards du 30 juin, les boulevards Lumumba. Et pourtant, ces projecteurs, ce sont des projecteurs à mercure qui s'allument grâce à la production, en fait, sur base d'une forte chaleur. Ça pollue l'environnement. Ce sont des kilowatts qui sont dissipés gratuitement comme ça, mais personne n'en parle. C'est dans la capitale. C'est dans la capitale. Aucune notion d'efficacité énergétique n'est mise en cause. Les autorités, ils passent par le boulevard Lumumba, ils passent sur le boulevard du 30 juin. Mais où est-ce que vous allez voir aujourd'hui l'éclairage public allumé pendant la journée? Oui, c'est seulement chez nous. Donc pour dire qu'il faut vraiment l'implication de tout, la prise de conscience à tous les niveaux. Que doit faire la RDC pour justement renforcer ses engagements dans la protection de l'environnement en tenant compte des énergies renouvelables? Ce que la RDC doit faire, c'est de mettre les moyens pour que l'accès à l'énergie pour tous soit effectif. Donc la mise en œuvre effective de l'objectif 7 de développement durable. Et c'est ce qui va booster même la mise en œuvre des autres ODD. Mais il faut également une promotion de ces énergies propres. Il faut que le gouvernement mette un mécanisme de sensibilisation, de communication sur l'importance des énergies renouvelables dans la protection de l'environnement. Et pourquoi ne pas intégrer les cours liés aux énergies renouvelables, même au niveau déjà de l'école secondaire. Monsieur Moufouka, vous êtes également coordonnateur du Club PV. C'est quoi le Club PV? Alors, il faut dire que le Club PV, c'est l'association panafricaine des professionnels de métier en énergie renouvelable. C'est une plateforme qui regroupe plusieurs pays africains. Et d'ailleurs, la coordination, elle est gérée par 3 pays. Il y a le premier vice-président, c'est un Ougandais. Et le deuxième vice-président, c'est une Congolaise du Congo-Brazza. Et pour ce petit mandat, c'est nous qui gérons la coordination. Les objectifs du club, d'abord, c'est le renforcement de capacité. C'est la mise en œuvre des compétences africaines au profit de nos différents États. Mais également, c'est l'appui aux institutions légaux dans les différents pays africains qui travaillent dans le secteur de l'énergie. Parce que nous nous sommes dit, écoutez, l'intelligence n'a pas d'épaule, je ne suis pas raciste, mais les Africains, à un moment donné, ils sont tombés dans un piège de croire que l'intelligence s'appelle blanc, l'intelligence, et ainsi de suite. Et nous disons, on a tous les mêmes principes, on a tous les mêmes cerveaux. Et donc aujourd'hui, c'est une question de compétitivité. Donc l'ingénieur, les techniciens africains, ils peuvent également apporter son expertise en Europe, aux États-Unis, par-ci, par-là. Et comme on ne peut pas arrêter sur scène, c'est pour cette raison que nous avons décidé de nous mettre autour d'une plateforme où nous allons échanger, nous allons nous entraider, nous allons nous appuyer, renforcer les capacités, partager des expériences, mais également aider nos différents pays par rapport à cette question de la mise en œuvre de l'objectif 7 de développement durable. Il faudrait que les Africains, les Congolais se rendent compte que Dieu ne peut pas vous donner tout. Il donne à X l'intelligence, il donne à Y l'argent. Il faut que les deux se mettent ensemble. Mais nous avons un problème chez nous. Celui qui a l'argent, qui a de moyens, il ferme ses portes, il se croit pour un petit prince, pour un petit roi. Il oublie qu'il a aussi des faiblesses, qu'il a besoin de gens qui n'ont pas suffisamment de l'argent, mais qui ont des idées. Il faut qu'on arrive à travailler, à se mettre ensemble. C'est pourquoi j'ai parlé de la consolidation d'idées, de consolidation d'efforts, consolidation des moyens. Et c'est de cette façon-là que nous allons aider notre Afrique à devenir une Afrique très puissante et sur tous les domaines, mais plus particulièrement dans les domaines. Mais bien avant de créer une plateforme sous-régionale, parce que vous êtes à la tête de cette plateforme, avez-vous aussi pensé à créer une plateforme nationale
des ingénieurs qui travaillent dans les domaines des énergies renouvelables, qui peuvent apporter des solutions, parce que j'ai vu l'INPP, par exemple, qui a produit quelque chose de très intéressant. Donc, un dispositif pour laver les mains grâce aux énergies renouvelables. Mais il y a quand même des têtes qui pensent, qui raisonnent, qui fonctionnent. Est-ce que vous avez pensé aussi à mettre en place les différents acteurs qui sont dans ces domaines-là? En fait, le club PV, c'est vrai que c'est une corporation régionale. Ben, elle est régionale parce que ce sont des pays qui sont membres. Et donc, au niveau de chaque pays, nous avons des regroupements locaux. Et au niveau de la RDC, par exemple, nous avons 375 techniciens qui sont dans les domaines des énergies renouvelables, qui sont membres du club PV. Mais l'extension de la RDC, nous avons des points focaux presque dans toutes les provinces. Ce qui fait qu'au niveau du club PV, au-delà de la science, ce sont des opportunités d'emploi également que nous créons. Il arrive à des fois, on m'appelle à Kasumbalesa pour aller installer par exemple le panneau solaire. Ben, si je veux faire un devis, et il y aura également mon transport. Mais du coup, je regarde dans notre base de données, il y a un technicien qui est à Kasumbalesa, j'appelle le point focal de là, il prend un technicien qui est bien outillé, qui va trouver les marchés. Donc c'est une manière également de lutter contre le chômage. Et au niveau national, évidemment, tous ceux qui sont... c'est pas tout le monde, parce qu'il y a toujours des gens qui n'aiment pas travailler en réseautage. Mais on a plus de 350 techniciens et spécialisés, professionnels de métier dans les domaines des énergies renouvelables qui sont avec nous. Et donc voilà, c'est ce que nous faisons. Et quelle est votre lecture justement de ces secteurs des énergies renouvelables par rapport à la RDC? Est-ce qu'on peut penser qu'il y a des projets, entre guillemets, autres que l'hydroélectricité et les photovoltaïques en RDC? Bon, le secteur, il est prometteur. Le secteur des énergies renouvelables, dans son ensemble, il est prometteur. Et les projets existent. Il y a des partenaires qui sont là, je ne vais pas citer leurs noms, qui sont là. Bon, c'est comme ça que j'ai dit, on doit quitter les contextes du déclaratif. C'est chaque année qu'on entend des millions de dollars. Ouais. Et quand vous entendez ça, c'est comme de la foudre. Tu peux tomber, tu te dis, ah bon, c'est fini, le Congo va fleurir maintenant. Mais quand on arrive sur le terrain, des millions qui ont été déclarés par des partenaires, et avec ce qui s'est fait sur le terrain, c'est entre le ciel et l'enfer. Et là, je lance aussi cet appel aux partenaires internationaux. Il ne faudrait pas qu'ils viennent avec un esprit capitaliste ici en RDC, où c'est une forme d'impérialisme, c'est une forme de colonisation. Ils viennent avec des gros montants, des gros chiffres, mais sur terrain, ça ne fait rien. Combien de projets qui sont ici en RDC, on vous dit, bon voilà, tel pays, tel partenaire a donné autant de millions. Mais quand vous arrivez sur le terrain à Bondanganda là-bas, il n'y a rien, même pas une hutte qu'on a construite avec cet argent. Et donc, ça c'est la faiblesse de l'État, parce qu'il voilà, est de suivre. Mais c'est ce que j'ai dit. Nous le voyons avec le Rwanda qui suit un peu tous les investissements, que ce soit de la Banque mondiale, que ce soit de l'Union européenne. Le gouvernement est derrière pour voir qu'est-ce que cet argent a fait. Mais si ici chez nous, le gouvernement n'est pas derrière. Exactement, c'est pourquoi j'ai parlé de la faiblesse de certaines institutions ou certains organes techniques qui sont dans les domaines. On doit aider ces partenaires à vraiment être concrets. Depuis plusieurs années, on entend, il y a un partenaire dernièrement qui faisait trop de bruit sur les médias. Ils ont 11 millions d'euros sur un projet d'électrification dans les grands équateurs. Mais jusqu'à aujourd'hui, c'est un éléphant blanc. Et donc, le Congo n'a pas besoin de ces histoires-là. Le Congo n'a même pas besoin de ces Français avec des gros chiffres. Le Congo a besoin de l'électricité. Le Congo a besoin du concret. Le Congo a besoin des solutions. Le Congo a besoin d'avoir l'électricité et ils vont commencer à exploiter, à faire de l'agroalimentaire, la transformation par exemple de fruits qui pourrissent par-ci par-là. Le Congo a besoin de l'électricité pour que ces étudiants arrivent à faire de recherche, pour que ces étudiants arrivent quand même à étudier comme ceux qui sont dans la capitale. Le Congo a besoin de l'électricité pour développer son secteur agricole. Le Congo a besoin de l'énergie pour développer son secteur même forestier.
Donc l'électricité aujourd'hui, c'est les socles communs, c'est le point de départ. Le départ du développement. Sans énergie, il n'y a pas de développement. Exactement. Les députés, quand ils siègent là-bas, il suffit seulement de couper le courant. Vous allez voir s'ils vont continuer leur règne. Hein? Voyez un peu, donc, à un moment donné, ça énerve, mais moi je pense qu'il faut une prise de conscience. Et nous demandons à ce que l'État puisse quand même se mettre debout par rapport à cette question. 60 ans après, quand on regarde le secteur de l'énergie de notre pays, ben, ça fait honte. À tous les potentiels qu'on a, ça fait honte. Ça fait honte. Merci beaucoup Idriss. Je voudrais, parce que nous sommes en train carrément de chuter, vous êtes parmi mes invités. Aujourd'hui, je vais en recevoir autant. Alors, je voudrais savoir quel est votre message donc, en rapport avec cette journée des 5 juin. En rapport avec la célébration de la Journée internationale de l'environnement, le Congo, nous avons un environnement que nous devons protéger. Et nous devons nous battre. Aujourd'hui, ce n'est pas demain. Si nous voulons léguer un héritage meilleur. Nous avons détruit l'écosystème de la RDC et il est temps que nous puissions nous ressaisir pour ne pas vivre les catastrophes environnementales. C'est maintenant que nous devons tous nous mettre pour faire quelque chose pour que le secteur environnemental de la RDC soit sain. Même si ce n'est pas pour nous, mais pour nos enfants. Monsieur Moufouka, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et nous espérons que les téléspectateurs ont été donc édifiés avec toutes les explications que vous avez données au sujet des énergies renouvelables. Mais l'environnement, ce n'est pas seulement les énergies, mais c'est aussi les changements climatiques, c'est aussi la forêt, c'est aussi les eaux, bref, tout ce qui nous entoure, c'est ça l'environnement. Alors, nous continuons notre parcours, nous avons juste tourné la page et nous allons prendre un nouvel invité. À tout à l'heure. Voilà. Ça s'est bien passé. L'environnement, ce n'est pas seulement les énergies renouvelables, mais c'est aussi d'autres aspects qui entrent en jeu, notamment l'aménagement du territoire. Alors pour aborder cette question de l'aménagement du territoire, nous recevons sur ce plateau Maître Augustin Poyi. Bonjour Maître. Bonjour. Vous allez bien? Je vais bien, merci. Vous êtes un expert en ces questions de l'aménagement du territoire, c'est ça? Oui, bien sûr. Alors lorsqu'on parle de l'aménagement du territoire, on fait allusion à quoi concrètement? Bon, l'aménagement, c'est un processus qui vise à planifier l'utilisation de l'espace. L'espace est généralement protégé. Donc, il n'est pas autorisé à toute personne d'entreprendre n'importe quelle activité, n'importe où et de n'importe quelle manière. Et donc, c'est l'aménagement qui vient mettre de l'ordre en mettant en place un dispositif qui permet de réunir les parties prenantes, le gouvernement bien sûr, réunit les parties prenantes autour d'une manière d'affecter l'espace national. Je peux très brièvement présenter les choses de cette façon. On peut penser qu'en République démocratique du Congo, il y avait nécessité de penser à ces processus d'aménagement du territoire. Oui, bien sûr. La RDC a retenu au titre des priorités la question d'aménagement du territoire. Vous êtes sans ignorer que le gouvernement avait adopté en 2012 la stratégie cadre nationale RED+, qui est un document programmatique, stratégique, qui a été adopté en Conseil des ministres et qui aujourd'hui se décline en plusieurs programmes. Il y a 18 programmes qui sont dans cette stratégie et au nombre de ces programmes, il y a le programme de la réforme de l'aménagement du territoire. Et donc si le gouvernement a pu juger utile d'inscrire l'aménagement au titre des priorités gouvernementales, c'est que c'est une question centrale au niveau des priorités du gouvernement. Parce que vous avez eu à travailler dans ce processus depuis plusieurs années, qu'en est-il aujourd'hui de ces processus? Est-ce qu'il a abouti?
ou il est toujours en cours? Alors, je voudrais parler de ce processus en termes de ce qui a été planifié et de ce qui se fait. Et peut-être livrer mes opinions personnelles en tant qu'expert sur la manière dont les choses sont faites par rapport à la planification du départ. Comme je l'ai dit, le programme de l'aménagement du territoire est un programme du gouvernement. Il vise à doter le pays, la RDC, d'une nouvelle politique nationale en matière d'aménagement du territoire. Cette politique va donner la vision du gouvernement et lever des options stratégiques sur la question de l'aménagement du territoire avec un énoncé des objectifs gouvernementaux assez clairs et des options fondamentales qui seront levées demain pour administrer notre espace. Donc ça, c'est le premier résultat phare qui est recherché. Le deuxième, c'est de doter la RDC d'une nouvelle loi d'aménagement du territoire qui est perçue comme un instrument au service de la politique d'aménagement du territoire. Et la loi va découler justement des options qui vont être levées au niveau de la politique d'aménagement du territoire. Alors, après cela, il est prévu de doter la RDC d'un schéma national d'aménagement du territoire. Le schéma, c'est un outil technique, qui essaye de mettre dans un support, de rendre compte de l'utilisation actuelle du territoire, mais également des projections d'utilisation pour l'avenir, mais en partant d'un certain nombre de données, mais des données scientifiques fiables. Et donc voilà, ça c'est un troisième résultat phare, que la RDC soit dotée d'un schéma national d'aménagement du territoire qui va servir de repère pour les provinces dans les décisions d'aménagement du territoire que les provinces sont appelées à prendre dans le cadre de plans provinciaux d'aménagement. Donc dans le cadre du processus RED de façon globale, au niveau de, vous avez certainement entendu parler des programmes intégrés RED+, qui sont des programmes qui sont géographiquement intégrés au niveau des provinces. Et là, à ce niveau-là, ce qui est prévu, actuellement, c'est 8 provinces qui sont concernées, que ces provinces se dotent des plans provinciaux d'aménagement du territoire. Et au sein des provinces, il est question d'accompagner les ETD à se doter des plans provinciaux d'aménagement du territoire. Et puis après, dans le programme de la réforme de l'aménagement, il est prévu également l'élaboration d'un certain nombre d'outils techniques méthodologiques qui vont aider à élaborer tous ces outils, le schéma, les plans locaux et provinciaux d'aménagement du territoire. Donc voilà un peu la réforme de l'aménagement telle qu'elle est planifiée avec le ministère de l'aménagement du territoire, mais dans le cadre global du Fonds national RED qui est la corbeille financière qui essaye d'appuyer tous ces programmes. Mais quelle est votre lecture justement de ces processus à ce jour? Donc actuellement, là j'ai rendu compte de ce qui est planifié. Exactement. Bon, maintenant, qu'est-ce qui est fait jusqu'à la date d'aujourd'hui? Voilà. C'est qu'on a eu le ministère avec le PNUD, parce que c'est un programme qui est sous gestion du PNUD. Il y a un accord qui lie le PNUD avec le ministère des Finances et qui lui confie justement de piloter ce programme. Le PNUD agit en recrutant un bureau d'études tunisien qui a été recruté pour accompagner le ministère de l'aménagement du territoire dans la mission de définir la politique, la loi, le schéma et les outils méthodologiques dont j'ai fait allusion. Bon, à ce jour, nous avons vu circuler le draft de la politique qui a été produit. On a vu circuler le draft de la loi qui a été produit également, l'esquisse du schéma national et puis le guide méthodologique pour l'élaboration des plans provinciaux et des plans locaux d'aménagement du territoire, y compris un guide un peu spécifique sur la cartographie participative. Voilà ce qui a été fait pour l'instant. Alors, quelles sont mes observations personnelles? Je vous ai dit que nous sommes des experts des ONG. J'interviens aujourd'hui comme conseiller technique. Je viens en appui à une ONG congolaise, CODELT,
et qui essaye de suivre la question de la réforme de l'aménagement du territoire depuis les débuts. Et donc on est mieux placé en tant qu'observateur et acteur en même temps. Observateur parce que nous ne sommes pas dans une position de décision, nous sommes dans une position de contribution et nous observons comment est-ce qu'on fait avec toutes les contributions scientifiques que nous produisons et que nous destinons à la réforme. Et c'est là que je veux émettre une opinion tout à fait personnelle qui m'engage, mais c'est des réflexions qu'on a partagées en interne au sein de ma structure, la structure CODELT. Alors, le premier constat, c'est que c'est une réforme qui est allée trop vite, trop vite. Le constat qu'on fait, c'est que la durée qui était prévue initialement était de 5 ans, mais ensuite il a été réduit de 3 ans, pour la simple raison qu'on a perdu 2 ans pour recruter le bureau d'études. Je pense qu'aujourd'hui, le plan d'investissement RAID en cours de mise en œuvre est à l'heure du bilan, parce que c'est la 5e année et on est censé amorcer un nouveau plan à partir de 2021, qui va partir de 2021 à 2025. Et donc c'est l'heure du bilan et je pense qu'il est important de pouvoir dire les choses telles que nous les avons observées pour tirer des leçons et améliorer les projections pour l'avenir, pour le prochain plan d'investissement. Donc c'est anormal de mettre 2 ans pour pouvoir recruter un bureau d'études international. Encore que là, il faut se poser la question de savoir si ça valait vraiment la peine, hein, si on n'est pas contre le recours à l'expertise internationale. Et chaque fois qu'on a été confrontés, nous les experts congolais, à une expertise internationale, on sent que le travail était doublement enrichi. Parce qu'il nous a... Par les Congolais qui parlent... Voilà, cette combinaison d'expertise crée de la richesse. Parce que ceux qui tiennent l'expertise internationale ont travaillé dans plusieurs pays sur cette thématique et donc ils ont, en termes d'apport, énormément de choses à nous apprendre. Mais ils n'ont pas la meilleure compréhension du contexte congolais. Surtout quand on parle d'une politique nationale, surtout quand on parle d'une loi nationale. Il n'est pas très évident qu'un expert extérieur qui vient ait une compréhension aussi affinée de notre système que nous-mêmes. Donc c'est bien d'avoir une confrontation d'expertise pour avoir des données de qualité parce qu'il s'agit de légiférer sur une matière sur laquelle, une fois qu'on a légiféré, il faut attendre peut-être 100 ans pour y revenir. Donc ce n'est pas des réformes courantes. La réforme foncière, la réforme de l'aménagement du territoire, quand on les a faites, il faut attendre longtemps. Ce n'est pas des matières qui se prêtent facilement. Et puis, dès lors que le bureau d'études a été recruté, nous avons été témoins et personne ne peut nous faire taire sur la manière dont ce bureau d'études a travaillé. Nous avons eu affaire à des livrables qui ont été présentés. Nous assistons à la présentation, nous relevons des mérites, c'est vrai, tout n'a pas été que mauvais, mais nous relevons aussi des problèmes, des écueils, des considérations qui auraient dû être prises en compte, mais qui ne l'ont pas été. Nous le relevons. Et on se projette pour une prochaine date pour qu'on voit comment le bureau d'études a pu intégrer les suggestions que nous avons formulées lors de l'atelier précédent. Quand on vient pour la prochaine fois, non seulement on a affaire à une nouvelle équipe de personnes, c'est plus ceux avec qui vous étiez avant, mais on a affaire aussi à des documents qui nous sont produits et qui ne montrent pas comment des suggestions pertinentes, nous estimons que c'est pertinent. Nous ne parlons pas comme des profanes. Lorsque nous parlons, nous avons pris soin d'étudier la question et nous y avons mis des années pour pouvoir construire une expertise. Lorsque le bureau d'études rejette, par exemple, des suggestions que nous avons faites, nous on s'attend à ce qu'il y ait une explication. Il faut qu'il y ait une méthodologie de travail qui permet de retracer ce que les parties prenantes ont apporté en termes de contributions et comment cela a été intégré. Et si on n'a pas intégré, qu'on justifie pourquoi. C'est comme ça que méthodiquement on devait travailler. Mais lorsqu'on vous présente à un prochain atelier, une prochaine rencontre, on vous présente une situation, des personnes nouvelles,
qui n'ont rien à voir avec ceux qui ont reçu les questions la dernière fois et qui en plus sont perdus par rapport aux suggestions et aux questions qui sont relevées tout au long de l'atelier. Il y a là un problème. Et on a continué comme ça dans ce rythme de vitesse parce qu'il fallait faire très vite, parce qu'il ne faut pas oublier que dans l'entretemps, il y a un nouveau ministre qui est entré en scène, qui a son agenda et qui presse pour que, en très peu de temps, on lui donne les livrables qu'il attend, la politique, la loi et le schéma. Et on est tous emballés dans cette urgence de l'agenda du ministre. Et en le faisant de cette façon-là, je dois avouer aujourd'hui qu'on a eu des livrables qui reflètent ou qui ont de la peine à refléter les demandes des parties prenantes, des suggestions concrètes qui ont été faites par les parties prenantes. Voilà pourquoi nous avons estimé, nous en ce qui nous concerne, parce qu'on a fait un pas et on a rencontré quelques incompréhensions, il y a eu des malentendus, on s'est peut-être accroché sur des questions accessoires et on a laissé de questions principales. Et on s'est retrouvé avec un certain nombre des données qui ont été générées, mais qui n'ont pas pu être capitalisées au mieux dans les livrables finaux que le ministère a fini par présenter. Dans ces conditions-là, on a été amené à faire une contre-proposition. Quand je dis on, c'est nous, au sein des CODELT. On ne peut pas empêcher une structure de réfléchir. Nous sommes devant une réflexion nationale et tout expert qui se sent interpellé à pouvoir contribuer peut se faire valoir. Et nous l'avons fait, nous avons produit un projet de loi qui n'est pas très éloigné de celui qui a été piloté par le ministère, mais qui améliore, au fait, qui essaye de souligner les écueils, les problèmes qu'on a relevés. Et on a présenté un projet cohérent du début à la fin, bien consolidé, et on attend qu'on nous donne l'espace pour pouvoir nous exprimer, expliquer pourquoi on a eu cette démarche-là. Donc voilà, ça c'est au niveau de la loi. Nous avons également des problèmes avec les documents de politique. On a des problèmes aussi avec le schéma, on est en train de lire encore, il y a très peu de temps, et aussi les autres outils méthodologiques. Donc pour chacun de on est en train de travailler avec Rainforest Foundation pour centraliser toutes les contributions et les remonter auprès du ministère de la... Alors moi je voulais savoir, parce que vous avez parlé de la durée, il était prévu au départ 5 ans et puis on est arrivé à 3 ans. De quelle manière cette durée impacte-t-elle sur la qualité du travail? Bon, je ne maîtrise pas très bien les questions des durées, mais ce que j'ai en souvenir, c'est que lorsque le bureau d'études a finalement été recruté, on lui a donné 6 mois pour produire à la fois la politique, la loi, le schéma et les outils méthodologiques, ce qui est très peu lorsqu'il faut considérer surtout le temps de diagnostic qu'il fallait mener, la consultation des parties prenantes qu'il fallait intégrer, et puis l'écriture des documents de qualité, l'implication des experts. Vous voyez, en 6 mois, c'était impossible. Et je ne suis pas très surpris qu'on soit arrivé à des livrables qui soient aujourd'hui dont la qualité est contestée aujourd'hui. Justement, quelles sont les insuffisances que vous, en tant qu'expert ou votre organisation, a pu déceler dans ce qui a été présenté? Alors, comme le temps était très court, nous nous sommes appesantis sur la loi d'aménagement du territoire. Et puis après, au fur et à mesure que nous pourrons dégager le temps, on pourrait voir le schéma, on pourrait voir les outils méthodologiques pour les plans provinciaux, les plans locaux et le guide sur la cartographie. Alors, par rapport à la loi, quels sont les griefs? D'abord, l'écriture était vraiment inappropriée au départ. Je suis heureux qu'ils l'ont reconnu parce qu'ils ont produit une nouvelle version où on sent qu'il y a une amélioration de l'écriture de la loi. Mais depuis très longtemps, on a fait cette remarque-là que ce n'est pas une loi qui était bien écrite. Alors, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la sémantique. Vous savez qu'aujourd'hui, dans tous les nouveaux
texte de loi, il y a l'article 1er ou 2 ou 3 qui donne la liste des définitions clés qui seront utilisées dans le texte. Et c'est là qu'il y a des problèmes, on n'arrive pas à se mettre d'accord sur d'abord la liste des concepts à définir et ensuite sur le contenu à leur donner. Il y a des choses qui sont mises dans la version, y compris la version finale qui a été transmise, avec lesquelles on n'est pas d'accord. On a beaucoup plus mis d'accent sur des concepts de nature urbanistique, alors qu'on est ici dans une loi d'aménagement du territoire. Nous avons conseillé que toutes les questions qui relèvent de l'urbanisme puissent être inscrites dans une mesure d'application qui va aborder les questions d'urbanisme. Et que c'est là qu'on pourra arriver à la définition de ces concepts-là. Mais on n'a pas réussi à se faire entendre. Il y a la définition d'autres concepts comme l'aménagement lui-même, les plans d'aménagement. Il y a des définitions qui sont données et sur lesquelles les experts ne se sont vraiment pas mis d'accord. Et nous continuons à en appeler à ce qu'il y ait vraiment un consensus entre les experts sur ces questions. Il y a également cette question des outils qu'on a retenus, des outils de mise en œuvre de l'aménagement du territoire. Il y a un ordre ici au Congo. L'espace n'est pas, comment je vais dire, il y a des principes qui existent déjà dans notre pays, dans notre système, et qui organisent l'espace. Et ces principes ont pour fondement la Constitution, mais vous avez également un certain nombre de lois sur la décentralisation qui ont donné des définitions et qui ont énoncé des principes. Et l'aménagement ne peut pas venir sans pouvoir considérer les principes qui sont déjà organisés, affirmés par des lois sectorielles qui régissent le territoire et qui constituent ce qu'on appelle aujourd'hui l'ordre politique, administratif et territorial du pays. Il y a un ordre et l'aménagement vient pour s'incruster dans cet ordre-là. Et donc, il y a une cassure entre la loi qui est présentée d'aménagement du territoire et les éléments de l'ordre territorial du pays. Lorsque on parle des compétences pour aménager, vous avez des compétences qui sont du niveau national, vous avez des compétences du niveau provincial, vous avez des compétences du niveau local. Vous voyez, ce n'est pas bien reflété dans les instruments qui nous sont proposés. Lorsqu'on parle, par exemple, du plan provincial d'aménagement, c'est un plan pour la province. Et il y a une loi qui régit les provinces, c'est la loi sur la libre administration des provinces. Lorsqu'on parle des ETD, et entités territoriales décentralisées, il y a une loi sur les entités territoriales décentralisées, une loi organique. Et il faut respecter ce qui est écrit dans cette loi-là. Et donc, l'aménagement vient, et donc les compétences pour aménager sont déjà aussi réparties par les éléments de l'ordre territorial. C'est-à-dire qu'au niveau des entités locales, il y a des autorités prévues qui exercent des compétences d'aménager et que l'on aimerait voir être reflétées dans la nouvelle loi. Ce qui n'est pas le cas. Ils n'ont pas réussi à faire cette cohérence territoriale entre les compétences qui sont prévues dans le droit administratif congolais et les compétences en matière d'aménagement du territoire. Il y a une cassure là-dessus. Nous avons produit une note technique pour essayer de corriger là-dessus. Et au-delà de la note technique, dans le projet que nous avons proposé, ces éléments ont été mis en cohérence. Il y a le cadre institutionnel qui est proposé, qui également pose problème. Nous avons eu l'impression que dans la majeure partie des dispositions qui règlent les questions institutionnelles, on n'a pas bien reflété les compétences du ministère de l'Aménagement du territoire au niveau central, au niveau local. On a créé un certain nombre d'institutions qui ont fini par sortir hors du ministère de l'Aménagement du territoire les compétences qui sont les siennes en vertu de l'ordonnance sur l'attribution des ministères. Comme laquelle, par exemple? Non, lorsqu'on dit par exemple que le ministre national est celui qui conduit la politique de l'État, qui élabore et qui conduit la politique de l'État en matière d'aménagement du territoire. Donc de ce point de vue, c'est lui qui répond de la mise en œuvre de la politique, y compris devant le Parlement. S'il y a un problème, c'est à lui que la question est posée. Mais ils ont créé une structure, je crois que c'est le Conseil national de l'aménagement du territoire, auquel on a donné
pratiquement les compétences qui, en vertu de cette ordonnance, reviennent plutôt au ministre. Vous voyez, et c'est un organe monstre. Là-dedans, il y a tous les ministres, il y a les présidents des assemblées provinciales, vous avez des gouverneurs de province. Je ne connais pas un exemple d'organe pareil. Vous voyez, c'est vrai, c'est un mérite de faire des innovations, mais il faut faire des innovations qui soient réalistes, faisables et qui s'inspirent aussi de l'histoire institutionnelle du pays. Et de ce point de vue, ça n'a pas été assez bien reflété dans les documents. Mais déjà avec un organe comme celui-là, en cas de problème, qui va répondre devant? Un organe comme celui-là est un organe technique qui sert d'appui conseil et qui donne des avis à ceux qui ont la décision en matière d'aménagement du territoire. Voilà comment ça devait être. C'est-à-dire qu'on a un regroupement d'experts au sein d'un organe qui joue le rôle d'autorité consultative sur les questions d'aménagement du territoire et qui fait tout le travail technique. Cet organe est multi-acteur, cet organe est multisectoriel. Donc c'est là que les discussions techniques ont lieu et dès que c'est fini, font un avis et le ministre qui a le secteur prend des décisions. Vous voyez, et ça se répercute de la même manière au niveau provincial et au niveau local. Alors, les choses n'ont pas été reflétées de cette manière-là et on a pensé que c'était important de pouvoir le rappeler parce que cette loi va nous régir pendant plusieurs années et ce serait vraiment dommage qu'après la réforme de l'aménagement du territoire, il y ait des questions qui restent en discussion, qui restent pendantes, qui n'ont pas été résolues parce que tout simplement le diagnostic qui a été réalisé et les réponses que la loi était censée apporter n'a pas pu les apporter. Et voilà pourquoi nous tirons cette sonnette d'alarme. Et aujourd'hui, avec l'état des choses, comme ça se présente, une fois que cette politique, cette loi et ces schémas validés, à l'état où ça se trouve aujourd'hui, vous pensez qu'il y aura des conséquences? Lesquelles, par exemple? Bien sûr, parce que vous avez toutes ces questions de conflit dans l'utilisation de l'espace. Il y a la superposition des titres qui génèrent des conflits entre les utilisateurs de l'espace. Vous avez les conflits entre les opérateurs économiques et les communautés locales. Vous avez des conflits, des compétitions entre les ministères autour de l'utilisation de l'espace. Toutes les questions de la préservation de la biodiversité, de protection de l'environnement, de la protection que nous devons à une richesse comme les tourbières que nous avons. Mais c'est l'aménagement du territoire qui est le cadre qui permet de mettre la cohérence pour que demain nous n'ayons plus des conflits d'utilisation de l'espace. Vous avez Virunga aujourd'hui, la question de Virunga entre le pétrole qui est dans le parc et toute la richesse de la biodiversité, le patrimoine culturel que représente le parc. Il faut faire des choix, mais c'est l'aménagement qui nous permet justement de faire des choix, mais en fonction des données réelles. Ouais. Le système tel qu'il est monté dans la loi actuelle, nous n'avons même pas vu la place des inventaires. Lorsqu'on veut aménager, il faut connaître l'existant. On a quel type de ressources dans notre sous-sol? Vous voyez, c'est d'aller jusqu'au niveau de la quantification. Aujourd'hui, avec l'évolution technologique, j'ai vu quand le président est parti au Japon, le Japon a offert, je ne sais pas quel est le suivi que le gouvernement a pu en faire jusqu'à aujourd'hui, a offert de pouvoir aider la RDC à très court terme, le mot a été employé, pour pouvoir inventorier non seulement les richesses naturelles de la RDC en termes de ressources renouvelables et non renouvelables, d'avoir une cartographie de la répartition de nos ressources du sol et du sous-sol. Vous ne pouvez pas planifier si vous n'avez pas ces données-là. Vous voyez? Et on ne voit pas dans la loi qui est aujourd'hui présentée, ni dans la politique, comment est-ce qu'on met à contribution le capital naturel que nous avons dans la planification du développement à travers l'aménagement du territoire. Ce n'est pas très clair. Les arbitrages, on en a besoin institutionnels entre les mines par exemple qui rivalisent avec l'environnement. Il y a un carré minier mais qui est dans une aire où il y a une richesse extrême de biodiversité ou les tourbières. Comment on tranche? Vous voyez, il faut qu'il y ait des mécanismes dans la loi et dans la politique qui montrent comment on va faire des arbitrages entre les mines, les hydrocarbures
la faune qui est là pour qu'on ait un système de planification à travers l'aménagement du territoire qui permet de faire ceci sans déranger cela et d'avoir une vision consolidée d'un territoire qui est administré, mais de façon intégrée, de façon concertée, de façon cohérente. J'ai l'impression qu'avec le contenu de la loi actuelle et les éléments de la politique que nous avons, on a quelque peu raté cet objectif. Et la crainte, c'est que demain, les mêmes problèmes ne reviennent et que lorsqu'on va au niveau de la politique et on voit de la loi, on ne trouve pas des repères pour pouvoir les résoudre. Et donc, c'est un risque, j'estime aujourd'hui, de ne pas ouvrir une autre ère d'alignement. Il y a déjà un grand pas qui est franchi, nous ne sommes pas dans la remise en cause, nous sommes une force de contribution, nous ne sommes pas dans la remise en cause, mais nous attirons l'attention sur le fait qu'il y a des choses très importantes sur lesquelles il fallait qu'il y ait un bon débat et qu'on lève des bonnes options, qu'on ait un véritable consensus national pour qu'on se dise que voilà, demain, nous n'aurons plus les conflits des lois dans l'utilisation de l'espace, nous n'aurons plus plutôt des conflits des compétences entre les différents ministères et que l'esprit de compétition qu'on observe entre les ministères dans l'utilisation de l'espace, nous ne l'aurons plus demain. Donc voilà, nous voulons une réforme qui est vraiment réussie, qui ait permis de résoudre tous les problèmes d'utilisation de l'espace national et qui nous inscrive pour un avenir qui soit meilleur, un territoire qui sera facile à gérer par les générations qui viennent. Entendre votre analyse, j'ai l'impression, ça n'engage que moi-même, j'ai l'impression qu'on est parti plus vite en besogne, d'autant plus qu'il fallait commencer par des inventeurs pour mieux planifier, mais apparemment c'est comme si les inventaires n'ont pas été réalisés et que cela vous rattrape. Quand je dis vous, c'est-à-dire tous les acteurs qui se sont mis autour d'une table pour parler de cette question. Je pense qu'on a raté de faire un bon diagnostic du système, de notre système d'aménagement du territoire. Il y a un diagnostic qui a été fait, mais qui n'a pas intégré tous les éléments pour qu'on ait une analyse sectorielle complète qui puisse permettre de lever des bonnes options pour l'avenir demain. On a raté et je pense qu'on peut très rapidement se rattraper. Je voudrais quand même profiter de ce micro pour dénoncer certaines attitudes qu'on observe au niveau des personnes congolaises qui, lorsqu'elles sont investies de la moindre parcelle d'autorité publique, il y a une tendance à l'ivresse. On est ivre, on est dans une position de voir les autres vers le bas. Je crois que c'est important de le dire. On est ministre aujourd'hui, on est directeur de cabinet aujourd'hui, on est directeur aujourd'hui, c'est pour servir l'intérêt national. C'est aussi pour faire des arbitrages autour des flots, des recommandations que le ministère est appelé à recevoir et à être au-dessus de la mêlée pour pouvoir recevoir, y compris des suggestions, des analyses qui heurtent le ministère. Vous voyez, on peut ne pas être d'accord avec une analyse qui est faite, avec une réflexion qui est faite, avec une manière de penser qui n'est pas la vôtre, mais il faut recevoir les gens, il faut rester au-dessus de la mêlée pour pouvoir capturer ce qui vient des différentes parties prenantes. C'est ce qui donne le sens à la participation, c'est ce qui donne le sens à la consultation. Mais on est très désolé de voir que en lieu et place de recevoir positivement les critiques, on a tendance, et ça c'est un facteur humain, on a parfois tendance à éviter les gens, à les exclure du processus parce que je n'ai pas reçu personnellement une notification et j'attendais recevoir une notification même écrite que une organisation comme la mienne qui réfléchit, qui fait des critiques positives et qui en même temps fait des suggestions pour faire avancer des réformes puisse être déclarée persona non grata. Vous voyez, et si cela sort d'un officiel, je pense que c'est très grave. Aujourd'hui, nous sommes réconfortés. Aujourd'hui, quand nous regardons le procès Caméré et qu'on voit le procès de 100 jours, je retire ce que je viens de dire. Alors, quand on essaie de voir les différents ministres se succéder à la barre pour rendre compte de leurs actes, nous acclamons cela.
parce qu'il faut que ça change. Augustin Poyi, aujourd'hui c'est le 5 juin, le monde célèbre la journée mondiale de l'environnement. L'environnement a également aussi des traits avec l'aménagement du territoire et vice-versa. Quelle est votre lecture des choses par rapport à cette journée Je pense que c'est un mérite qu'au niveau international, on ait consacré une journée sur l'environnement. C'est l'environnement qui nous porte. Si nous le détruisons aujourd'hui, il est certain que nous n'aurons plus rien pour nos générations futures, nos enfants, où est-ce qu'ils vont vivre. Je pense que c'est une journée de recueillement où on réfléchit sur ce que nous avons déjà fait, ce qui n'a pas été fait. En tant que pays au niveau de la RDC, je pense qu'il y a des efforts qui ont été fournis pour essayer de répondre à l'urgence environnementale telle qu'elle est formulée au niveau international. Premièrement, la RDC s'est dotée il y a presque maintenant une dizaine d'années, c'est depuis 2011, d'une nouvelle loi sur l'environnement. Il y a des décrets d'application qui ont été pris et qui essayent d'organiser la prise en compte de l'environnement. Mais ces efforts restent encore mitigés parce qu'il y a beaucoup d'autres choses qui devraient être faites qui ne le sont pas. Nous avons mis en place une agence congolaise sur l'environnement qui est au fait l'œil du gouvernement sur la prise en compte de l'environnement. Mais cette agence aujourd'hui, quand on fait le bilan, on se rend compte qu'elle n'est pas suffisamment dotée de ses capacités opérationnelles pour qu'elle couvre l'ensemble du territoire national. Elle a un déficit en personnel, en moyens, sur le plan financier. Je pense que tout ça constitue des défis pour le gouvernement pour orienter ses priorités de demain. Nous avons également levé l'option que dans les différents secteurs qui ont eu des incidences sur l'environnement, que toutes les politiques qui sont adoptées dans ce secteur disent comment elles comptent intégrer la prise en compte de l'environnement lorsqu'elles seront opérationnelles demain. Donc il faut un bilan à être fait au niveau de différents secteurs pour voir où est-ce qu'on en est là. Alors parce qu'on parle aujourd'hui de la question de l'aménagement du territoire, nous avons des idées que nous avons consignées dans notre projet. On a proposé un projet, je l'ai dit tout au long de mon intervention, qui essaye de voir comment nous pouvons intégrer la question des évaluations environnementales stratégiques dans la conduite des processus d'aménagement du territoire. Et là, c'est assez clair. Et une fois l'évaluation stratégique réalisée, comment est-ce que concrètement, dans la conduite de la mise en œuvre de la politique d'aménagement du territoire, les études d'impact sont prévues pour être intégrées dans tout ce dispositif-là. Donc c'est assez clairement présenté dans le document que nous avons présenté. Maintenant, il revient au pays de capitaliser tout ça pour qu'on ait une dynamique d'action. Et je pense qu'une des actions principales que nous devons mener, c'est vraiment l'action de la préservation de l'environnement. Je parlais des tourbières, je parlais de la protection de la biodiversité. Tout ça fait partie de l'environnement. Quels sont les mécanismes que nous avons mis en place pour garantir que dans tous les secteurs possibles de la vie nationale, on va préserver l'environnement. C'est là le grand défi et il nous faut un grand bilan pour pouvoir mieux définir nos priorités de demain. Merci beaucoup pour avoir accepté notre invitation. Ça va continuer. Bien sûr que oui. Donc voilà, nous continuons cette nouvelle page. Cette fois-ci, nous allons aborder la question de la gouvernance forestière parce que la RDC, c'est un pays forestier. Il faut que nous puissions essayer aussi d'analyser dans ces secteurs qu'est-ce qui est fait. Et cette fois-ci, je vais recevoir sur ces plateaux M. Jean-Marie Bolika, avec qui nous allons débattre sur la question de la gouvernance forestière.
Bonjour. Vous allez bien? Bonjour, frère. Bonjour madame. Bonjour. Oui, je vais bien. Ah, donc je vous vois déjà avec votre masque pour vous protéger, ce qui est déjà une bonne chose. Oui, c'est ça. Ce sont des exigences gouvernementales. Donc nous sommes obligés de nous adapter et de le faire pour éviter la contamination. 5 juin, donc Journée internationale de l'environnement. Et ça vous dit quelque chose quand même en tant que l'homme qui a la fibre environnementale dans sa chair? Bien sûr, c'est la Journée mondiale de l'environnement pour nous en tant qu'activistes, c'est aussi le rappel des engagements des États. Hein? Vous savez aujourd'hui qu'on est habité à de sérieux problèmes, notamment l'épineuse question des changements climatiques, les ressources qui sont en train de tarir. Donc il faut que à chaque fois qu'on célèbre le 5 juin, on attire l'attention des décideurs sur les mesures à prendre pour protéger la nature aujourd'hui qui est en train de disparaître à cause de l'action de l'homme. Est-ce qu'aujourd'hui on peut penser que la RDC respecte ses engagements? Il faut d'abord soulever que l'État congolais, le fait d'avoir ratifié la convention, c'est déjà un engagement politique. Maintenant, il faut aller dans les faits par rapport aux actes et aux décisions que les autorités prennent. Et faire la relation entre le niveau national, le niveau provincial et le niveau local, comment les décisions prises au niveau national sont appliquées au niveau local. Ça aussi, c'est un autre problème. Donc, comme je l'ai dit, que la question environnementale n'est pas une question isolée, c'est une question qui prend en compte l'ensemble du processus décisionnel du pays. Je ne peux pas dire que ça va tenir au regard de la pression sur les ressources que nous vivons aujourd'hui. À chaque année, les forêts congolaises sont en train de disparaître. Ça veut dire que les décisions que nous prenons sur la gestion de ces ressources-là, notamment les ressources forestières, posent problème, peinent à s'exécuter, peinent à s'appliquer. C'est quoi le blocage? Qu'est-ce qui est à la base pour que ça ne marche pas? C'est un problème d'acteurs. D'acteurs. Ce n'est pas seulement la gestion de l'environnement, la gestion de la forêt, ce n'est pas seulement le gouvernement congolais. C'est aussi nous, nous autres, comme acteurs, qui doivent aussi mettre la main dans la pâte. Vous êtes un partenaire de la RDC, c'est-à-dire, quand vous dites vous aussi vous êtes impliqué, on sous-entend que s'il n'y a pas l'exécution des lois, c'est que vous aussi, quelque part, vous ne jouez pas votre rôle. Nous accompagnons l'État dans la définition de la politique dans le secteur. En termes de les grandes décisions qui sont prises au niveau national, les communautés que nous accompagnons, parce que ce sont les communautés de l'État congolais, pour que les communautés s'adaptent, aujourd'hui utilisent, pratiquent les nouvelles méthodes de conservation de la nature, de la biodiversité. Et ça fait partie du travail que nous faisons. Mais est-ce que c'est suffisant? Est-ce que nous avons la capacité de couvrir l'ensemble du pays? Non. Mais est-ce qu'on peut penser qu'avec le lancement des travaux de la politique forestière, par exemple, qui ont été initiés par le gouvernement congolais, apporte déjà une partie de la solution dans cette problématique? Bon, il y a déjà l'intention qui est là. Donc l'État congolais a déjà lancé le mot d'ordre pour la rédaction de la nouvelle politique forestière. Les acteurs ont été associés, impliqués. Maintenant, il faut développer et produire la politique forestière. Quels sont les axes stratégiques, les axes prioritaires de la politique forestière? Ce travail-là, il est encore stagnant aujourd'hui à cause de la crise Covid-19, parce que lorsqu'on a lancé les travaux au premier trimestre de l'année, on devait aller plus loin à travers le développement de la politique. Mais aujourd'hui, le fait que la mobilité devient restreinte, on ne peut pas s'attendre. L'ensemble du travail qui s'est fait au ministère de l'Environnement, c'est au niveau de la commune de Langombe. Et on n'a pas accès à la commune de Langombe. Même le personnel du ministère de l'Environnement, ils vont de façon... je disais, ce n'est pas tout le monde qui a accès à la commune, donc il ne faut pas s'attendre à ce qu'on puisse avoir une politique forestière aujourd'hui. Et selon vous, cette politique peut résoudre quel problème réellement? Si jamais elle serait là? Non, je ne peux pas anticiper aujourd'hui parce que je ne sais pas quels sont les grands axes de la politique. On peut vous présenter un brouillon aujourd'hui, mais lorsque ça sera débattu, tel acteur peut dire, l'axe que vous avez soulevé,
ne va rien produire, ne va pas résoudre tel ou tel problème. Donc, il faut que, lorsque la politique sera rédigée, nous aurons une politique qui est adoptée et acceptée par toutes les parties. Parce que n'oubliez pas que la politique implique les gouvernements congolais. Et ça, c'est le code forestier. Lorsque le ministère de l'Environnement définit la politique, il implique les autres parties prenantes, le secteur privé, la société civile, l'organisation forestière. Donc, n'allons pas trop vite en besogne. Laissons l'administration et les autres parties produire la politique forestière. À ce moment-là, lorsqu'elle sera débattue et adoptée, nous dirons que oui, voici la politique forestière de la RDC est composée d'autant d'axes. Moi, une question m'est tarot de l'esprit concernant justement, il y a le problème de l'effet des serres, tout ce que nous connaissons aujourd'hui, il y a la problématique du climat. Est-ce que la RDC, au niveau des concerts internationaux, a une place, la voix de la RDC porte? La RDC, sa voix porte, parce que la RDC a été élue ou même désignée comme pays pilote en matière de la RED. Donc, on a un Congolais qui siège au plus haut niveau. M. Panoupanou, c'est un expert reconnu mondialement et qui intervient non seulement sur les questions de la RDC, mais sur les questions de l'Afrique en général. Donc, ça veut dire que la voix de la RDC porte. La RDC a produit beaucoup d'experts dans les secteurs et qui travaillent aujourd'hui. Donc, on ne peut pas sous-estimer le travail de la RDC. Maintenant, la question qu'on se pose, c'est les retombées. Les retombées du travail qui se fait du lobby au niveau international. Parce que nous avons une superficie forestière importante et considérable en termes d'autant d'hectares de forêts protégées. Donc, il faut que l'État congolais et sa communauté puissent tirer des bénéfices de ces forêts-là qu'on nous demande de protéger. C'est ça le challenge aujourd'hui. Donc, nous avons des lobbyistes qui sont là. Nous leur demandons de parler davantage pour que les retombées sur les forêts congolaises viennent en termes numéraires et que ça puisse contribuer à la lutte contre la pauvreté. Mais que répondrez-vous à ceux qui pensent que la RDC devrait agir comme le Brésil, qui se dit, voilà, si vous ne mettez pas de l'argent pour protéger mes forêts, moi je vais exploiter par exemple de l'or, du diamant, tout ce qu'il y a comme exploitation à faire, que ce soit une exploitation forestière, que ce soit de l'exploitation minière. Et pourquoi la RDC ne peut-elle pas aussi faire ça? Je ne suis pas d'avis, parce que moi, dans mon message, c'est de protéger la forêt. Moi, je dois protéger la forêt. Je dois mobiliser les acteurs pour protéger la forêt. Mais vous n'allez pas me dire que le diamant et l'or et même le pétrole que nous avons se trouvent seulement dans la cuvette centrale où il y a la forêt. Il y a le pétrole dans le littoral, il y a le pétrole dans le Tanganyika, il y a le pétrole au Kivu, il y a le pétrole ailleurs. Donc vous n'allez pas dire parce qu'il y a du pétrole dans le parc de la Salonga ou bien dans le Virunga, c'est là où on doit l'exploiter. Il y a du pétrole partout au Congo. Nous sommes assis sur un bassin où il y a du pétrole. Il y a les gisements du pétrole partout. Et oui, nous avons la même chose pour les diamants et l'or et même les minéraux dans les Katanga. Mais les gens préfèrent aller exploiter là où il y a des réserves ou des aires protégées qu'aller exploiter là où il n'y a pas encore une affectation quelconque. Les aires protégées telles qu'elles sont érigées, c'est la volonté du gouvernement congolais. Et le fait pour la RDC de ratifier telle ou telle convention, c'est aussi la volonté de l'État congolais. Donc l'État congolais doit s'assumer lorsqu'il prend ses décisions. Lorsqu'il dit que telle portion de la superficie de la RDC est affectée pour une aire protégée, je pense, et puis vous l'érigez en patrimoine mondial de l'UNESCO, vous devez respecter cela. Moi, Alfred, je pense que le problème vient de trop loin. Aujourd'hui, on voit sous d'autres cieux, il y a même de jeunes activistes, de jeunes gens qui protègent la forêt, mais ce qui n'est pas le cas au Congo-Kinshasa. Vous appelez un jeune homme ou une jeune fille, vous lui demandez d'abord l'importance de la forêt, il ne connaît pas. Ça, c'est vrai. Ça aussi, ça doit être enseigné. Ça, c'est vrai. Donc, il y a un problème de la sensibilisation, voilà, de l'éducation. Et l'État doit tenir compte de tout ça. Peut-être mettre des programmes qui démontrent réellement la valeur de ce que nous avons comme forêt. Peut-être au fur et à mesure qu'il y aura des générations qui vont venir, les choses pourront changer. Au cas contraire, ça serait la même chose. On va continuer ça, c'est vrai. À déplorer. C'est justement ça aussi, c'est le rôle de nous, journalistes, parce que nous devons sensibiliser les communautés. Nous devons éduquer les masses sur l'importance
l'importance de nos forêts, sur l'importance de la préservation de l'environnement. Et je pense que c'est ce que nous faisons d'ailleurs sur ces plateaux ici. Alors, Monsieur Jean-Marie Bolika, je pense qu'une fois, je vous avais reçu sur mon plateau. Vous avez beaucoup parlé, donné beaucoup d'exemples que moi-même je suis allé vérifier sur le terrain. Aujourd'hui, pensez-vous que les choses ont bougé? Les choses n'ont pas bougé. Les choses n'ont pas bougé parce que le cri du cœur a été lancé. Mais moi, je peux dire que je me félicite parce que nous avons aujourd'hui des journalistes d'investigation. Parce que parfois, lorsque nous crions, on a du mal à se faire entendre. Les gens croient peut-être qu'on est en train de monter des mensonges, alors que les faits sont vrais. Il y a dans notre pays des concessionnaires forestiers véreux, permettez-moi le terme, des gens qui se croient comme si la loi n'existait pas. Et je crois que vous faites allusion à votre mission à Ingende et Bolomba, où vous avez effectivement rencontré des communautés qui crient au jour le jour parce qu'ils ne bénéficient pas des retombées de l'exploitation forestière de l'entreprise X. Ça, c'est une évidence qu'il y a des entreprises qui ne respectent pas la loi et la loi est faite pour être respectée. Il faut que le ministère de l'Environnement prenne des mesures de concert avec le ministère de la Justice pour sanctionner ces exploitants-là. Donc, ce n'est pas des mesures qui manquent. Mais ce sont des gens qui se croient comme si la loi n'existait pas. Pourquoi ils se mettent dans de telles positions? Posez la question à ces gens-là, ils vont vous donner la réponse. Des gens, il y a l'administration, les services de l'État qui concourent, qui accompagnent à ce que les gens puissent violer la loi forestière. Et ça, c'est la responsabilité du ministère et des services de l'État pour mettre la main sur ces gens. On parle de plus en plus de l'exploitation artisanale plutôt du bois en République démocratique du Congo. Est-ce que ces secteurs artisanaux peuvent renflouer les caisses de l'État aujourd'hui? Moi aussi, je me pose la même question. Est-ce que réellement, on peut s'assurer qu'aujourd'hui, voir dans le trésor public la contribution du secteur, ce que cela a apporté dans l'année X? Moi, j'ai dit non, alors que le secteur artisanal devrait être encouragé. Pourquoi? Parce que le secteur industriel, dans la vision du législateur congolais, est en fait voué à l'exportation. Le bois qui est extrait, le bois d'œuvre extrait des concessions forestières industrielles, en principe, devait aller vers l'exploitation. Et que le bois artisanal devait servir à la consommation locale, la transformation, les meubles. Heureusement, je suis assis sur une chaise en bois. Donc, ça devait servir à la consommation locale. Mais il faudrait que l'État, au-delà de la décision ou de la mesure réglementaire, mette en place, organiser, structurer la filière. Qui est exploitant artisanal? Le code forestier a prévu cela. La réglementation aussi l'a prévu. C'est l'arrêté 084, si je ne m'abuse pas. L'arrêté 084 sur l'exploitation, qui réglemente les conditions d'exploitation du bois d'œuvre, a prévu une série de mesures qui permettent à ce que quelqu'un devienne exploitant artisanal. Et il a confié la responsabilité en termes d'attribution des permis et même de l'agrément à la province. Contrairement à l'exploitation industrielle où la gestion des industriels, combien même il y a une part de responsabilité au niveau de la province, relève en termes d'attribution des permis à l'administration centrale, donc d'abord au ministre de l'Environnement, au niveau national. Maintenant, qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons que la mesure d'application elle-même n'est pas respectée au niveau de la province. Comment on devient l'exploitant artisanal?
Et j'aurais souhaité que prochainement, quand vous irez en province, vous allez poser la question au gouverneur de province et à la coordination provinciale de l'environnement, où est le registre des exploitants artisanaux. Parce que la réglementation dit que lorsque les exploitants artisanaux sont enregistrés et que les permis sont délivrés, la liste des exploitants artisanaux doit être transmise au gouvernement à l'administration centrale, qui les publie sous forme d'arrêté, qui publie sur les sites du ministère et même dans le journal officiel. Ça, c'est la réglementation qui les prévoit. Le numéro d'agrément qui est attribué, parce que là, ils sont en catégorie. Il y a deux catégories de exploitants artisanaux. Le premier, c'est les exploitants artisanaux de première catégorie qui utilisent la machette, la hache et la tronçonneuse. Et lui, il est où? Lui, on l'a dit qu'il doit aller faire son exploitation dans les forêts protégées. Tandis que l'exploitation de la deuxième catégorie, lui, il va faire son exploitation dans une unité forestière artisanale. L'unité forestière artisanale est créée par le gouverneur de province. Parce qu'on suppose que dans une unité forestière artisanale, qui a une superficie connue, l'administration provinciale a aménagé cet espace-là. Toute personne qui ira là-bas, qui remplit les conditions, lui, il va faire son exploitation dans l'unité forestière artisanale. Il est de la deuxième catégorie. Mais M. Bolika, sans vous interrompre, vous êtes en train de déplorer quelque chose. Est-ce qu'aujourd'hui, on va continuer à parler de ça et pour qu'il n'y ait pas de changement finalement? Ça bénéficie à qui? Madame, ces étapes-là sont suivies? Je suis d'accord avec toi, mais laissez-moi d'abord circonscrire, parce qu'on va arriver à sa question. Donc si ces gens-là qui sont assemblés, qui exploitent dans une unité forestière artisanale, qui est aménagée, lorsqu'ils vont faire le prélèvement, l'État au niveau provincial va prélever des taxes. Ils vont aussi signer des accords avec les communautés environnantes et les communautés vont tirer des bénéfices. Ce n'est pas le cas parce que depuis que cet arrêté a été signé en 2016 jusqu'au jour, aucune unité forestière artisanale n'existe à travers le pays. Je ne connais pas une. Ça, c'est déjà un problème. Ça veut dire que si nous n'avons pas d'unité forestière artisanale, nous ne pouvons pas avoir de l'exploitation, donc des grimes qui viennent de l'exploitation artisanale. Donc il y a déjà illégalité. Il y a déjà un problème. Voilà. Maintenant, les exploitants artisanaux de première catégorie, qui utilisent la hache et la tronçonneuse, ils bénéficient, ils obtiennent des permis auprès de l'administration centrale, de l'administration provinciale, dans un espace délimité de 50 hectares. Lorsqu'il fait sa demande, il doit joindre la carte. La carte parce que si la carte n'est pas jointe, on ne saura pas que telle personne exploite à tel endroit, ou soit cet espace-là, il y a quelqu'un qui a des droits. Il faut qu'on puisse savoir qu'il est dans cet espace-là, qui est connu, et que lorsqu'il va exploiter, il n'y aura pas de conflits qui vont générer. Et que cet exploitant-là aussi doit signer un accord avec les communautés. Or, toutes ces personnes que vous avez vues à Kikole, à Maluku, et tout près ici, à côté de la cité du fleuve, aucune d'entre elles n'a un contrat avec les communautés. Deuxièmement, les questions de diamètre. Les grimes que ces gens-là coupent ne respectent pas les diamètres autorisés. Il y a certaines essences, on vous dit telle essence, si vous voulez, si vous abattez telle essence, elle doit répondre à tel diamètre. Si le diamètre n'est pas respecté, il y a un problème. Le nombre ou le volume pose problème. Ces gens-là, quand ils arrivent à Maluku, ils vous présentent quoi? C'est des copies de papier falsifiées. Et nous connaissons aujourd'hui qu'avec la digitalisation, quelqu'un peut prendre mon permis, il efface, il met en nom et il commence à se balader avec. Donc, il est difficile de faire une traçabilité sur les documents et sur les grimes. Parce qu'on ne sait pas. Quelqu'un peut vous dire aujourd'hui que la provenance de ces grimes-là, c'est de l'Équateur. Comment vous allez savoir?
Alors que même dans les grilles, le marquage n'est pas respecté. Parce que le marquage qui est dans les grilles, au niveau de la bille, doit répondre aussi aux références du permis. Le permis, le numéro d'agrément. Donc, ça, c'est des questions préliminaires qu'on doit remplir. Mais la conjonction entre le niveau central et provincial, parce que dans les provinces est consommé à Kinshasa. Les principaux acheteurs sont à Kinshasa. Quelle est la relation qui existe entre l'administration centrale ici et l'administration provinciale? Ça n'existe pas. Comment ça? Il n'y a pas une collaboration. Mais les coordonnateurs sont nommés par les ministres. Ils sont nommés par les ministres. Mais les gens, il fait son rapport au ministre. Les inspecteurs de l'environnement qui sont commis dans les ports, ils ne font que recevoir des grilles. Est-ce qu'ils sont capables de poser la question au coordonnateur provincial ou de territoire, des Bikoro, et ils disent que non, je connais telle personne qui vient avec autant de mètres cubes? Non. Mais pourquoi ils ne dénoncent pas? Bon, mais ils sont en train de subir. Ils sont en train de subir la faiblesse de l'application de la loi. Et ils sont en train de voir des gens avec des grilles. Vous avez vécu vous-même. D'abord, la façon dont ces gens-là arrivent avec les grilles Makikole, c'est tout un problème. Ce sont des radeaux, donc des radeaux des milliers de grilles. Quel est cet agent-là qui va prendre le risque d'aller contrôler quelqu'un qui est dans une îlot là-bas? Or, il n'a pas un pouvoir. Mais cette situation a été décrite par la société civile depuis des années. Il n'y a pas de solution. C'est un peu comme la question qu'a posée Nadia. Est-ce que ce n'est pas une lutte déjà perdue, quand même qu'on en parle? Bon, est-ce que c'est la lutte est perdue? Je ne pense pas. Le décor est apocalyptique pour le domaine forestier en République démocratique du Congo. Bienvenue au Far West vert. Ici, elle est pétillante la santé de l'illégalité dans le domaine de l'exploitation forestière du pays. Accompagné de la vice-ministre Ilunga Zaina, le ministre Claude Nyamugabo Baziboué de l'Environnement et Développement durable n'en revient pas. Il constate une réelle criminalité forestière. Des exploitants anarchistes qui foulent aux pieds toute législation en la matière, et ce en complicité avec les agents véreux des services de sécurité de l'administration publique. Des machines modernes, scie du bois aux abords des cours d'eau, polluant ainsi ceux-ci. Même pendant que le ministre est en pleine inspection, une exagération qui pousse Claude Nyamugabo à prendre des mesures urgentes, conservatoires et coercitives pour arrêter ces désordres criants, le code forestier totalement ignoré. J'annonce la première décision, c'est que nos officiers de police judiciaire vont saisir toutes les grumes illégales qu'il y a ici, dont on ne connaît ni la provenance ni les propriétaires. Nous constatons également qu'il y a de véritables usines ici de transformation de bois, alors que cela est interdit. Nous allons également faire une note circulaire interdisant toute activité de scierie dans nos ports. Nous allons assainir ce secteur, nous sommes décidés de le faire. Nous avons annoncé que désormais, nous viendrons ici à l'improviste pour renforcer nos officiers de police judiciaire, renforcer aussi le Fonds forestier national, parce que nous avons constaté malheureusement qu'à Kinkole, c'est presque notre Congo. Et ce Congo, nous n'en voulons pas. Il n'y a qu'un seul Congo, il n'y a qu'une seule République démocratique du Congo. Nous sommes résolus à mettre fin à cette criminalité forestière qui nous fait manquer les recettes dont nous avons besoin pour contribuer efficacement au budget de l'État. Des sources concordantes rapportent que le paradis de ces désastres se trouve dans les différents îlots sur le fleuve Congo. Le ministre décide de s'y rendre immédiatement et il constate avec amertume l'existence d'un vrai problème structurel qui nécessite l'implication des gouverneurs des provinces, du ministère de l'Intérieur, de la Défense nationale, des Transports et des Communications et même de l'urbanisme et habitat. L'heure est grave. Cette anarchie et conflit des compétences doit cesser. À court terme, la justice est saisie pour fermer les ports illégaux et à problème. Puis inviter les propriétaires des grumes abandonnées à venir s'identifier, sinon elles seront vendues aux enchères. Fini la récréation. Moi, je suis dans cette lutte, ça fait aujourd'hui 15 ans. Mais c'est la première fois que je vois un ministre quitte son bureau climatisé pour aller voir ce qui se passe à Kinkole. Kinkole, c'est autour de 45 ou 50 km d'ici. C'est la première fois. Parce qu'à chaque fois que les jeunes dénoncent, se disent non, ils sont en train de faire le mensonge. Mais au moins, le ministre de l'Environnement a vécu lui-même la réalité qui se passe à Kinkole. La réalité est là. Et vous regardez autant de grimes abattus, où les communautés n'ont pas tiré de bénéfices, où l'État n'a pas perçu un rond. Parce que quand ils arrivent là-bas, l'inspecteur lui pose la question,
Donnez-moi les papiers. Non, mais nous ici c'est le Congo, Kinshasa c'est le Congo, vous n'avez pas de forêt ici. Pourquoi vous nous demandez ça? Les forêts c'est à l'Équateur, c'est à Inongo, c'est à Tchopo. C'est comme ça qu'ils disent. Moi je pense qu'il faut revoir les stratégies. Il faut avoir de bonnes stratégies qui vont dans le sens de décourager ces gens-là. Parce que le problème se pose d'abord au niveau du ministère de l'Environnement, qui privilégie les amendes transactionnelles. Alors que si vous regardez les codes ici, au niveau de l'article 143 du code forestier, qui érige le barème de sanctions. Donc il ne faut pas seulement les amendes transactionnelles. Il faut aussi que le contrevenant, le récidiviste, soit puni pénalement. Bon, quand vous voyez quelqu'un qui vient avec 100 mètres cubes, vous payez les amendes transactionnelles. Il rentre, il sait qu'il a payé. Il va revenir. Mais s'il est condamné, et c'est pour cette raison que nous travaillons avec le pouvoir judiciaire, pour que l'OMP qui est basé à Kikole, celui qui est à Matete, celui qui est à Gombe, puisse se saisir. Parce qu'aujourd'hui, on n'est pas en mesure d'évaluer les dégâts causés en termes de perte des questions environnementales, de la biodiversité, que ces gens sont en train de commettre. On va évaluer ça comment? Mais vous pensez que tous les travaux que ces gens font ne bénéficient pas à l'État congolais? Mais je sais quand même qu'avant de quitter Mbandaka ou quitter par exemple la Mongala pour venir jusqu'à Kinshasa, ils payent des taxes. Et si aujourd'hui on commence à les coincer de plus en plus, il faut les amener quitter la phase transactionnelle pour la phase pénale. Vous n'avez pas peur que demain après-demain, qu'il y ait plus d'exploitants artisanaux? Si nous allons rester avec un nombre limité et qui respecte la loi, tant mieux. Autant, au lieu d'avoir des milliers de l'argent perdu. Non, mais ces gens-là, ils payent les taxes. Même quand ils vous disent qu'ils vous présentent les taxes. Ils vous présentent des copies, des photocopies. Vous allez voir la majorité des gens, ils ne présentent pas des originaux, ils présentent des photocopies. Donc c'est une personne qui a payé et il profite de ces photocopies-là pour changer, pour faire des ratures. Et la loi prévoit même des sanctions par rapport à ça. Le FFN, il est là, il demande les taxes d'abattage. N'est-ce pas? Mais est-ce qu'il n'y a pas, le Fonds forestier national n'a pas de représentation en Mbandaka? Et celui qui a la représentation en Mbandaka, il fait quoi? Ça, c'est aussi une réalité. C'est pourquoi je vous dis que la coordination entre les services de l'État pose problème. Partons d'abord des services du ministère de l'Environnement. Mais le ministre de l'Environnement, lorsqu'il est descendu à Kinkole, il a promis de mettre en place un mécanisme de traçabilité. C'est-à-dire de la coupe jusqu'au marché, que les bois soient tracés. Pensez-vous que c'est faisable? C'est ce que nous avons toujours demandé. Il faut un système national de traçabilité qui permet à ce que l'État congolais sache que telle personne a prélevé telle bille à tel endroit. Donc, vous savez, c'est seulement aujourd'hui au Congo où les choses deviennent compliquées. Mais ailleurs, tous ces choses-là, ça se fait de façon digitalisée. Il est facile de géolocaliser une souche à partir d'un point donné ici. Ça évolue seulement. C'est pour cette raison qu'on pose... d'argent, parce qu'on n'a pas de moyens pour envoyer quelqu'un... C'est une question de volonté politique. Le Congo a des moyens, il y a de l'argent. Parce que ces gens-là que vous appelez les exploitants, si le système, si l'exploitation forestière ne générait pas, ils allaient carrément abandonner. Vous savez, il y a des gens aujourd'hui que nous voyons à Kinshasa qui nous disaient hier qu'ils étaient dans les diamants, qui ne font plus les diamants parce qu'ils ne gagnent plus. Ils ont abandonné. Mais ces gens-là n'abandonnent pas l'exploitation forestière parce qu'il y a de l'argent. Il y a des gens qui témoignent que si par hasard, il échappe à tous les services qui sont ici et que ce maître qui arrive en Chine, il fait des millions. Il brasse des millions. Donc ces gens-là, s'il n'y avait pas de l'argent, s'ils ne gagnaient pas, ils n'allaient pas continuer à travailler. Il y a de l'argent. Mais c'est qu'il y a la corruption quelque part qui est en train de faire en sorte que les choses n'évoluent pas. Mais c'est ce que nous décrions. C'est ça la réalité. On ne va pas se cacher, c'est ça la réalité. Alors Jean-Marie, moi je voudrais savoir, il faut tracer les bois de la coupe jusqu'au marché. Comment cela peut se faire en tant que technicien? Là je te pose la question pas comme en tant que partenaire,
mais comme technicien. Ce n'est pas nouveau. Nous avons déjà en 2013-2014 connu le PCBC, Programme de commercialisation du bois, quelque chose comme ça, qui était où les SGS, une société suisse, avait mis en place une plateforme. Mais à cause des accords avec le gouvernement, le projet a été avec le financement de la Banque mondiale. Et ils avaient des postes à travers des provinces ciblées. Et à chaque fois que le bois arrivait à Kikole, dans le port La Colombe, il y a les agents des SGS qui étaient là et qui mettaient, après avoir identifié l'origine du bois, ils mettaient des codes barres et jusqu'à ce que, à partir de là, disons à partir de Kinshasa, on pouvait maintenant tracer les bois à partir de Kinshasa. Mais ce n'est pas suffisant. Parce que la traçabilité ne doit pas commencer à partir de Kinshasa. La traçabilité doit commencer au niveau de la source. Donc là où on exploite. Il est possible de mettre en place un système de traçabilité national. Il y a des maisons spécialisées pour faire ça. Il suffit seulement que l'autorité lui-même prenne des dispositions pour que la plateforme soit opérationnelle. Ça demande des moyens, mais l'État congolais a des partenaires. La Banque mondiale est là, c'est la Banque mondiale qui avait financé le premier système de traçabilité. Donc, il y a des moyens, il y a des partenaires, et il revient au gouvernement de prendre... Est-ce que vous pensez que si aujourd'hui on met en place cette traçabilité, cela aura une influence sur la mobilisation des recettes? Vraiment, il y aura une influence parce que avec ce système-là, écoutez, il y aura quelqu'un qui sera basé à la sortie au niveau des Boma ou bien de Matadi. Lui, il va regarder seulement. Il dit, bon, je vois une cargaison qui arrive, il regarde le marquage, il dit que ce bois n'a pas répondu au système. On met de côté. D'abord, si c'est arrivé là-bas, c'est qu'il y aura des amendes transactionnelles, vous allez payer au double. Et à ce moment-là, la personne sera découragée. Mais est-ce que le fait que les ministres de l'Environnement soient descendus sur le terrain, parce que vous l'avez évoqué, c'est déjà une victoire de la société civile, si je peux croire? Non, non, on n'est pas dans un terrain de ring où il y a un vainqueur et un vaincu. La société civile, c'est un partenaire du gouvernement. Il est là pour jouer son rôle de watchdog. Il doit crier, elle doit crier, la société civile doit crier qu'elle a vu ça. Et ce que le ministre et son équipe ont fait, c'est quelque chose de louable qu'il faut encourager. Maintenant, le ministre doit faire mieux que ça. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'il doit prendre des mesures concrètes. Donc, il a dénoncé comme la société civile, j'ai lu son tweet, il a dénoncé, il dit que ce qu'il a vu, c'est vraiment une criminalité qui ne dit pas son nom. Maintenant, il a vu et il a dit que il va maintenant poser les problèmes au niveau du Conseil des ministres. Ça veut dire que dans son cabinet, il y a des experts. Et au niveau de l'administration forestière, il y a des experts qui vont travailler pour proposer au niveau du Conseil des ministres des décisions qui vont dans le sens de décourager ces criminels. C'est ça ce qu'il a dit, si j'ai bien lu son communiqué et ce que j'ai entendu dans les médias. Donc vous croyez qu'il y aura un suivi? Bon, moi je suis optimiste. Moi j'ai vu un ministre qui a quitté son bureau pour aller sur le terrain. Maintenant, nous allons l'observer en tant qu'acteur. On va l'observer et nous sommes disposés à collaborer avec le ministre. Nous sommes là pour collaborer avec le ministre. Nous allons collaborer, nous allons contacter le ministre pour que nous puissions lui faire aussi des propositions concrètes, comment il va s'y prendre. Parce que le système est complexe. Ce que vous avez vu là, vous avez vu les grimes, vous n'avez pas vu les auteurs, les acteurs. Sur les terrains, on n'a vu personne, aucun propriétaire des voilà. grimes. Hein. Vous verrez des grimes, mais vous ne verrez pas les propriétaires. Ouais. Il y a des gens qui ont abandonné les grimes ou qui ont même été saisis, mais les propriétaires ont disparu depuis des années. Et en plus, sur les terrains, il y a plus ou moins 15 services de l'État qui rançonnent. Voilà. Et c'est quand même horrible. Voilà. Donc, je pense que la visite du ministre, il est salutaire. Hein? Elle est salutaire, permettez-moi. La visite du ministre est salutaire. Maintenant, il faut accompagner le ministre. Moi, je suis d'accord. Moi, je suis un peu content que la politique de la porte ouverte du ministre, aujourd'hui, aide à ce que le ministre soit à l'écoute des acteurs. Et maintenant, les acteurs doivent saisir cette opportunité
pour proposer. Mais ces acteurs, c'est ministre... beaucoup plus la société civile. Mais c'est la société civile. Mais il y a une frange de la société civile qui pense que le ministre ne fait rien, il faut seulement qu'il parte. Non, moi je n'ai pas dit ça. Bon, moi je l'ai dit, c'est moi qui l'ai dit, pas vous. C'est un moyen de pression. Ah, ok. C'est un moyen de pression que la société civile utilise pour que l'autorité prenne ces choses en main. Parce que je vous dis que la criminalité forestière, elle est devenue un phénomène de société dans ce pays. Merci beaucoup. Je pense que c'est par ici que nous allons mettre un point. Chère Nadia, oui. Tu as un message particulier à tes téléspectateurs? Juste ce que je dirais que les téléspectateurs eux aussi cultivent cette notion de protection de l'environnement parce que ça nous concerne tous. Nous avons droit à protéger notre système de la biodiversité qui nous entoure. Donc nous sommes appelés à être nous aussi activistes, bien que nous ne faisions pas partie d'un regroupement ou d'une structure quelconque, mais étant des humains, nous vivons, il y a l'oxyde de carbone, il y a l'oxygène, tout ça, ça contribue à notre évolution. Donc nous sommes obligés à faire en sorte que notre environnement soit propre et que nous vivions dans un endroit sain. Comme on dit, un esprit sain dans un corps sain. Voilà, c'est par ici que nous mettons un point final à cette édition spéciale 5 juin, mais aussi les conseils des Nadia qu'il ne faut pas oublier, c'est-à-dire qu'il faut être attentif à l'environnement parce que si nous voulons être bien, nous devons vivre dans un bon environnement. Je vous fixe un rendez-vous prochainement avec un nouveau numéro, certainement avec un nouvel invité. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.